C'est vrai qu'aujourd'hui, tout concourt à avoir des solutions efficientes de confort et à optimiser effectivement les consommations pour les réduire au maximum et aller vers le développement durable. Aujourd'hui, quand on regarde le bâtiment, tout ce qui rentre dans le bâtiment, ce sont plutôt des produits qui sont sains, qui viennent effectivement de la nature, et globalement, tout ce qui va en ressortir, ce sont que des déchets. Et demain, effectivement, il va falloir qu'on arrive vers des bâtiments qui vont nous permettre de recycler en partie les déchets, par exemple la chaleur de l'air extrait, des eaux grises, etc. Utiliser aussi les produits qui sont à l'intérieur du bâtiment, et le bois, effectivement, va être un élément très très important. Quand on regarde un peu la consommation d'énergie depuis les années 1900, on s'aperçoit qu'on n'a pas arrêté de grimper la consommation d'énergie, et aujourd'hui, en 2015, on est à un pic de consommation et on voudrait que pour 2050, on divise notre consommation par 4, et donc ça ne va pas être si facile que ça. Mais demain, on va falloir qu'on utilise au mieux les énergies renouvelables, le gaz, la biomasse, et donc le bois en fait partie, avec le solaire et des nouveaux concepts, et on va avoir des rejets de CO2 de plus en plus faibles sur ces éléments. On va donc avoir un trio de sources d'énergie. Les énergies fossiles, on va essayer de les faire baisser vraiment au maximum. Les énergies électriques aussi, mais c'est vraiment les énergies renouvelables qui vont venir effectivement nous faire des apports assez importants sur ces postes-là. Donc, l'indicateur énergie, c'est l'énergie en kilowattheure par mètre carré et par an. L'environnement, c'est plus les kilogrammes de CO2. Et puis l'économie, ça va être plutôt effectivement les euros d'investissement en mètre carré et puis les euros d'exploitation en mètre carré par an. Et on va voir que souvent, effectivement, la biomasse est un point intéressant. Quand on regarde les contenus, effectivement, et les contenus du kilowattheure d'énergie, on s'aperçoit que, par exemple, si on prend le fuel, il est à un coefficient d'énergie primaire de 1 et 274 grammes de CO2, il y a un coût de 9 centimes d'euros. Si je descends dans mon tableau, que j'arrive au bois, on est seulement avec 18 grammes de CO2 par kilowattheure utilisé avec le bois, et on a un prix de l'ordre de 4 à 5 centimes d'euros, effectivement, du kilowattheure disons, disponible, etc. Il ne faut jamais oublier qu'on est toujours dans l'équilibre puissance qui est exprimé en watts ou kilowatts, et consommation qui sera exprimée en kilowattheure d'énergie, donc c'est une puissance par du temps. On a un contexte qui est aujourd'hui, depuis le protocole de Kyoto, qui va nous conduire à diviser effectivement par 4 nos émissions de CO2. On va aller vers des réglementations dans le bâtiment neuf, mais aussi dans le bâtiment existant, et on va avoir une réglementation RT 2012 qui est appliquée pour le neuf, et bientôt on aura une réglementation RE 2018 qui sera aussi bien appliquée pour le neuf comme l'existant, pour aller vers des basses consommations. On est plus sur des bâtiments et des maisons individuelles qui doivent consommer 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Ce chiffre est modulé en fonction de la zone climatique, de la taille du programme et des énergies utilisées. Et si on utilise de la biomasse, on aura des facteurs effectivement de bonification. Mais pour 2020-2018, on aura l'obligation d'aller vers du bâtiment à énergie positive, en tout cas pour les 4 usages principaux qui sont le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires. La RT 2012 nous impose des calculs de bilan bioclimatique qui va nous permettre d'intégrer les apports solaires et les apports internes, et qui va nous définir en fait un besoin de chauffage, et on va s'apercevoir que le besoin de chauffage est de plus en plus court. Le confort d'été qui va être un autre élément important, et puis après le CEP, la consommation d'énergie primaire en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an, qui va être une consommation de référence un peu conventionnelle, et une caractéristique qui va être la Shone RT, qui va nous permettre de définir la taille du bâtiment pour le calcul. Dans le résidentiel, on a aussi des points qui concernent des obligations. On a les baies vitrées qui doivent être à minima de 1 mètre carré de baies vitrées pour 6 mètres carrés habitables. On doit traiter les ponts thermiques de l'enveloppe. On doit avoir des bâtiments de plus en plus étanches. Pour faire ces calculs, on a besoin d'une méthode. Globalement, dans la méthode, on prend, nous, ce qu'on appelle la méthode Cube. C'est qu'on va toujours regarder le site où on va construire et le climat et les ressources disponibles. Ensuite, c'est la typologie du bâtiment qui doit se mettre en place, et quel est le besoin de confort que l'on a à l'intérieur de ce bâtiment. C'est quand même un point essentiel, et pour regarder sa consommation. L'isolation thermique et l'inertie thermique en point 3. Bien sûr, la qualité d'air, la ventilation. Ensuite, on va gérer de mieux en plus les apports solaires et lumineux à travers les baies vitrées. Ça devient un point essentiel dans notre habitat. Et puis, on arrive en fait à un calcul un peu théorique du BBio, bilan bioclimatique, qui va nous permettre de définir quel est le besoin de chauffage, de climatisation et d'éclairage du bâtiment, associé éventuellement aux besoins de chaude sanitaire au robinet. Et à partir de ça, on va ensuite intégrer les systèmes
pour à la fin finir la synthèse qui va nous faire une synthèse en kilowattheure d'énergie, mais l'usager va demander lui des euros ou éventuellement du confort et on va pouvoir jouer sur différents paramètres. Dans la RT 2012, le B-Bio est un élément important, c'est la vraie novation. On calcule cela pendant 8760 heures, donc heure par heure, et on a en fait un bilan énergétique qui est fait bien sûr en fonction des zones climatiques avec des données au pas horaire, données climatiques au pas horaire. On a un modèle mathématique qui va nous permettre de simuler complètement le comportement du bâtiment et des systèmes avec les apports solaires, etc. Et à l'intérieur du bâtiment, l'air ambiant échange avec les parois et échange aussi avec la masse thermique du bâtiment. Donc il y a des échanges de chaleur qui se font partout et ça nous permet de calculer les niveaux de température intérieure au bâtiment. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir calculer la température opérative de confort du bâtiment et le modèle de calcul nous permet de rajouter une émission de chaleur qui va se faire soit par émission convective, soit par émission radiative. Et en fonction de l'apport de chaleur radiatif et convectif, on va calculer le bilan thermique du bâtiment. Quand on fait tous ces calculs, on arrive à calculer effectivement l'évolution précise de la température ambiante et donc de la consommation d'énergie. Et on va pouvoir, mois par mois, heure par heure, calculer, regarder l'évolution de la température intérieure, qui est la courbe rouge, par rapport à la température extérieure. Regardez aussi l'évolution de la perte de chaleur du bâtiment avec des hauts et des bas en fonction du bilan thermique, mais aussi regarder les apports internes et solaires qui rentrent dans le bâtiment et surtout l'appel de puissance chauffage. Quelle est la puissance chauffage que je dois mettre en œuvre dans mon bâtiment pour arriver à le chauffer? Et puis bien sûr, on va pouvoir tester le rôle de l'inertie des systèmes et aussi de l'habitat qui va nous permettre de caler les choses. Le bilan thermique, il faut bien voir que dans un bâtiment, on a des déperditions par les parois opaques, là qui représentent 19 kWh, des déperditions par les baies vitrées et des déperditions par la ventilation. Par contre, à l'intérieur du bâtiment, les apports internes sont assez importants, ils représentent 19,2 kWh et on vient y rajouter en plus les apports des capteurs des baies vitrées qui vont nous apporter de la chaleur et donc avoir un bilan de besoin de chauffage qui va être limité à 11,6 kWh dans l'exemple. Ensuite, on peut, à partir de ces éléments, calculer des diagrammes de Bragé qui montrent si que le bâtiment est confortable ou pas. Généralement, il faut que la température ambiante soit située entre les deux grandes barres noires. Regardons aussi le rythme du chauffage maintenant et du confort dans les bâtiments. Donc là aussi, c'est quand même une nouvelle donne, effectivement, qui va être importante. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on module d'une façon très précise l'apport de chaleur, effectivement, des systèmes. Quand on fait le bilan global, en fait, au niveau du calcul du B-Bio, on s'aperçoit souvent que le besoin de chauffage est généralement limité à une quinzaine de kilowattheures d'énergie par an. Le besoin de climatisation, 4 points, qui fait 8 points réels de B-Bio. Et l'éclairage à 2 kilowattheures, qui, on multiplie par 5, fait 10 points. Donc l'impact éclairage peut être un peu plus important. Par contre, on va regarder aussi tous les éléments, les heures de fonctionnement. En fait, le chauffage maintenant dans une maison, entre guillemets, RT 2012, c'est seulement 1500 heures par an. Donc une maison de 100 mètres carrés, c'est 1000 watts de puissance moyenne. Donc à regarder, à méditer, quand vous dimensionnez vos appareils, il faut qu'on ait des appareils qui soient relativement de faible puissance et qui puissent moduler effectivement vraiment la puissance. Le besoin d'éclairage, et lui, c'est 1400 heures par an, vous voyez, à peu près équivalent au chauffage. Ensuite, l'autre point, là, ici, il va falloir qu'on regarde le bâtiment, comment il est fait et quelle est effectivement sa consommation d'énergie et l'énergie utile à mettre dans le bâtiment, la perte d'énergie du bâtiment, les pertes des réseaux de distribution, etc., pour arriver ensuite à l'énergie primaire consommée. Là, c'est pareil, le CEP, il y a différents postes qui sont demandés. Calcul du besoin d'éclairage, de chauffage, d'eau chaude sanitaire et éventuellement de climatisation, et rajouter toutes les consommations des auxiliaires et éventuellement déduire la production d'énergie photovoltaïque du bâtiment pour obtenir le CEP. Et quand je fais ce CEP, je le calcule et je le module en fonction de la zone climatique et je peux le moduler aussi en fonction du recours à la biomasse et au réseau de chaleur vertueux. Et dans le calcul, je vais devoir regarder le calcul du besoin de chauffage du bâtiment avec les émissions et la qualité de l'émission de mon émetteur, toutes les pertes des réseaux de distribution. Quand j'ai par exemple un système à air chaud, il va falloir que je regarde aussi si ma chaleur, mon air chaud arrive bien aux pièces effectivement à chauffer. Il y aura de plus en plus l'intégration des systèmes de stockage d'énergie, puis après bien sûr le rendement de la génération et au niveau de la génération, avec la biomasse, il va falloir qu'on améliore la qualité et l'hygiène de la flamme de combustion, bien sûr la qualité d'air, comburant, etc. Et puis ensuite, regarder toutes les consommations d'auxiliaires,
éventuellement les pertes qu'on peut récupérer et à la fin, calculer toute l'énergie effectivement qui va être nécessaire à mon bâtiment en énergie primaire et en rejet de CO2. Tous ces calculs, on le fait pour le chauffage, avec les calculs de chauffage avec différents postes de calcul. Rappelons-nous aussi que pour le chauffage, on va toujours dimensionner nos installations pour des conditions extrêmes et au total, des puissances appelées au niveau de l'émetteur de plus en plus faibles. Donc ça aussi, c'est vraiment un point important. L'eau chaude sanitaire, c'est l'autre élément majeur et qui impacte beaucoup, mais l'eau chaude sanitaire, c'est des temps d'utilisation qui sont très courts. Donc il va falloir qu'on stocke de l'eau chaude sanitaire pour l'utiliser après. Et puis bien sûr, à la fin, par rapport à tous ces éléments, on fait le calcul complet du CEP avec les différents postes de consommation, chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, etc. Et en fonction des énergies utilisées, on les convertit en énergie primaire pour avoir un bilan global qui s'exprime en kilowattheure d'énergie primaire qui doit toujours être inférieur à cette valeur de 50 modulée par la situation du bâtiment. Ensuite, des obligations de répartition comptage, sauf pour l'énergie bois, c'est quand même un point intéressant. On a aussi de plus en plus dans les maisons, dans le bâtiment, des contrôles techniques qui vont avoir lieu. Et puis bien sûr, la possibilité d'utiliser pour faire des extensions de la RT 2005 des titres 4, des titres 5 qui nous permettent de rajouter des concepts. Et au niveau du syndicat des énergies renouvelables, on retravaille à nouveau sur un titre 4 pour beaucoup mieux intégrer les solutions bois dans la procédure de calcul des maisons individuelles. Il faut bien sûr être efficient et dans les projets, on va toujours comparer une solution A et une solution B. En calculant les deltas des coûts et deltas des énergies consommées, on va pouvoir calculer le ratio en euros par kilowattheure gagné par an. Généralement, on essaie d'avoir un ratio inférieur à 2 euros et ça permet de savoir que si c'est rentable ou pas. J'ai pris une solution, une maison individuelle de 85 mètres carrés habitables, donc avec une bonne conception architecturale. Et en fait, on a fait une analyse avec 3 systèmes. Un système plutôt au gaz, avec une chaudière gaz colonne et avec des capteurs solaires thermiques. Quand on regarde le bilan thermique, cette maison en fait a une consommation en zone climatique H1A, donc région parisienne, maximum de 64 kWh. C'est la barre que vous avez sur la droite. Mais dans le chauffage, on va pouvoir détailler effectivement tout le besoin effectivement de chauffage. Et on fait exactement la même chose pour l'eau chaude sanitaire, avec le besoin de base au robinet, puis après l'apport des capteurs solaires là, qui représente 12 kWh. Et globalement, on a un bâtiment qui est conforme à la réglementation avec une consommation de 56 kWh. Si je fais la même maison, mais cette fois-ci avec une pompe à chaleur, je vais arriver à un bilan qui cette fois-ci va être de 63,2 kWh d'énergie primaire pour 64. Et si on arrive en fait à une solution biomasse, on a mis ici un poêle à pellets effectivement de faible puissance avec le fonctionnement des granulés, donc on peut régler la puissance, et des appoints dans certaines pièces par des panneaux rayonnants électriques, un chauffe-eau thermodynamique qui nous permet de produire notre eau chaude sanitaire. On va arriver effectivement à un bilan. La référence réglementaire est à 83 kWh. Donc le 64 est passé à 83 et donc on a un bâtiment qui va être très très bon. Je pense en fait que pour l'habitat de demain, que ce soit avec le bois mais avec aussi les autres points, il faut qu'on fasse un travail en synergie, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, ingénierie et puis bien sûr du projet, des bâtiments compacts et bien isolés. On va prendre en compte de plus en plus ces ENR et la biomasse pour arriver effectivement à un équilibre et récupérer de l'énergie sur les chaleurs fatales. On va pouvoir travailler éventuellement à rebrousse-poil, partir effectivement du besoin final que de la consommation finale pour voir quel niveau d'isolation, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage, et quels sont effectivement les points. Mais globalement, conception et conseil au départ, construction de qualité avec des produits de qualité certifiés, distribués par des industriels ou des partenaires de distribution qui sont vraiment très performants. N'oublions pas ensuite le commissionnement ou le réglage des systèmes, la maintenance et l'équipement qui est très très important, qui nous permettra d'équilibrer les choses et le confort, donc ce que j'appelle moi le e-confort. Et puis bien sûr après, l'élément majeur, ça sera l'occupant qui devra avoir un comportement citoyen, plus vertueux, plus responsable. Un point, c'est qu'il faut bien voir qu'on a l'habitat qui aujourd'hui consomme très peu d'énergie, qui va consommer environ sur une maison de 100 m², 5000 kWh d'énergie par an et par mètre carré. Si je fais le bilan en équivalent par jour, c'est 15 kWh et c'est l'équivalent de 1,5 litre d'essence ou de fuel.
mais c'est l'équivalent de 3 à 4 kg de bois seulement. Et qu'aujourd'hui, avec 1,5 litre d'essence ou de carburant, ben on arrive à faire seulement 25 km. Donc on sait aller à 12 km et demi de sa maison et revenir, et la maison consommera autant d'énergie. Et donc demain, dans l'habitat énergie positive, on aura un nouvel équilibre qui sera peut-être que la maison fournira l'énergie par les capteurs solaires photovoltaïques à la voiture pour aller un peu plus loin de sa maison et consommer moins d'énergie. Donc il y a ce couple aussi à voir. Donc travaillons ensemble pour être efficients et gagner le confort durable du bâtiment.